They do have a timeout. Decide not to use it. Curry, way downtown. Bang! James on the drive. Anthony for three. Puts it in. Durant. You can't keep jumping that high, man. Says who? Bryant for the win. World champ! Let's go! From the town! Can't nobody ever take this from me, baby! Les Warriors sont de retour sur leur trône de champion NBA, 7e sacre de l'histoire de la franchise, 6e finale en 8 saisons et 4e titre pour la bande de Steph Curry, élu MVP. Ce sacre fait-il de lui un légitime top 10 all-time? Peut-on enfin parler de dynastie pour les Warriors? Et côté Jason Tatum et les Celtics, désillusion ou simple apprentissage? Puis, focus sur la draft NBA, comment ça marche, les meilleurs prospects, les chances des Français. Vous saurez absolument tout dans cette émission, sans oublier l'ITV décalé avec notre invité. Bonjour à tous, installez-vous. On a un gros line-up aujourd'hui pour parler de hype NBA. Et on va accueillir un homme, Raphaël Desroses. Salut Raphaël. Salut. Lucas Nico, l'homme de la maison est là aussi. Hello, merci de l'invitation. Merci, on sait que tu étais concerné par les finales. On va du côté des États-Unis tout de suite avec Melvin Carsanti que vous connaissez et Antoine Bancharel. On comptera avec eux le retour de ce qui s'est passé au niveau de la parade, notamment pour les Warriors, et puis la désillusion des Celtics avec Antoine. Un homme qui bosse pour Envergure, qui est scout, et il s'appelle Alan Guillou, sera là aussi pour nous parler de draft. Salut Alan. Salut, merci beaucoup. Merci à toi d'être là, on sait que vous bossez beaucoup et on aura beaucoup de choses à écouter de ta part. Et on accueille un invité très hype cette semaine, un homme qui a eu tout simplement une médaille d'argent aux Jeux Olympiques de Tokyo 2020. Il est donc international français. Entre deux workouts, il nous fait l'amitié d'être là avec nous. C'est Peter Corneli. Salut. Comment vas-tu? Bah écoute, ça va très bien. Ça va? Ouais. Rassemblement de l'équipe de France là, dans quelques jours. Ouais, c'est ça. T'es in shape? Tout va bien? Non. Il va falloir, hein, c'est quand même dans 3-4 jours. Ok, super. Bon, tout le monde est réuni. On y va, on a un gros dossier. On va parler bien sûr des Warriors et de leur quatrième titre pour Steph Curry, pardon. Let's go. Alors, on commence par la rubrique news, hype ou pas hype. Forcément, quand on parle de titre, c'est forcément hype, mais on va essayer de se poser des petites questions autour de Stephen Curry, puisque grosse performance, hein. Il est élu MVP pour la première fois, et en plus à l'unanimité. On va vous passer quelques chiffres qui résument un petit peu sa saison et surtout sa finale, et on va essayer de se poser la question, grosse question ensemble, de savoir s'il est pas devenu tout simplement top 10 all-time. On y va pour les chiffres. On va commencer peut-être avec un chiffre assez unique de la part de Steph Curry, qui le place parmi les joueurs qui ont justement produit des chiffres assez impressionnants. Vous les voyez, 31 points, il y a 5 passes et 6 rebonds, il y a 5 tirs pris à 3 points en moyenne, un peu plus de 5 tirs pris à 3 points en moyenne sur une finale NBA. Ça fait de lui un joueur unique, hein. Il est le seul à avoir réussi ce type de performance en finale NBA. On peut enchaîner également avec les stats du Game 4, le fameux Game 4 de Steph Curry à l'extérieur, donc sur le terrain du TD Garden, 43 points, 7 sur 14 à 3 points, 4 passes et 10 rebonds, donc double-double pour Stephen Curry, match gagné en plus, hein, donc ça aide un petit peu. Et puis on va vous montrer aussi une autre DNS, voilà une autre image, la saison de Steph Curry, hein. Saison paradis, record de panier à 3 points marqué en saison régulière, donc qui était précédemment détenu par Ray Allen, MVP du All-Star Game avec 50 points, en mai vainqueur du trophée du meilleur joueur de finale de conférence, et ensuite bien sûr les finales NBA et son titre de meilleur joueur. Tour de table, on y va, on est chaud. J'aimerais vous entendre sur le fait de savoir si maintenant Steph Curry n'est pas devenu un top 10 all-time. On se fait un tour de table, oui, non, et ensuite on développe. On va poser la question d'abord à Raphaël. Oui, non, top 10 all-time. Je vote oui. Oui. Melvin, toi qui suis un peu l'homme depuis quelques années, est-ce qu'on peut maintenant classer Steph Curry parmi les 10 meilleurs joueurs de l'histoire de l'NBA? Évidemment qu'on peut, Sylvain. Ok, Antoine. Oui, non. Oula. Oh, bon. Ok, on va discuter. Lucas, dis-nous tout. Oui. Oui, easy. Alan? Toc à la porte.
Il est- Toc à la porte. il Donc il est au bord du top 10. il a un pied et l'autre la moitié dedans. Ok. Bon, on va poser la question à Peter Corneli et tu seras le premier à développer. Super. Cadeau empoisonné. Je vais dire non, mais bon, c'est pareil, il est pas loin, tu vois, il est pas loin. Ok. Mais je vais dire non. Ok. Top 10. On a à l'image d'ailleurs, on t'a demandé de préparer un petit top 10. Merci de l'avoir fait. On va voir un petit peu les joueurs que tu classes parmi les 10 meilleurs joueurs de l'histoire de l'NBA. Donc il n'y a pas de Stephen Curry. On voit que Michael Jordan est en tête. Abdul-Jabbar est 2. LeBron James 3. Kobe 4. Magic 5. Shaquille 6. Qu'est-ce qu'on a? Will Chamberlain 7. Tim Duncan 8. Larry Bird 9. Et donc Hakeem Olajuwon 10. Pas de Steph Curry. Ouais, c'est vrai. Et pas de Shaq. Bah Mais si. pas de chaque. S'il y a en Si, 6, Ah, il y a tellement. Oui, il y a où pas de Oui, recherche. si, Shaq en Pardon, 6. non, qui a sorti là? Qui l'a sorti? Ah ouais, non, mais c'est difficile après de faire un top. Alors après, comme je t'ai dit, le top, là, je l'ai pas forcément fait dans l'ordre, même si au final, c'est pas... Ouais, c'est pas délirant, je pense. c'est cohérent. Ouais. Mais... ouais, après, il faut choisir des mecs et... C'est un choix difficile. Hein. C'est un choix difficile. Je pense qu'aujourd'hui, Steph, il a montré qu'il pouvait gagner avec ou sans autres superstars. Voilà, je pense à KD forcément. Mhm. Donc voilà, il a montré qu'il pouvait emmener une franchise à gagner plusieurs titres sur plusieurs saisons et plusieurs saisons très différentes. Donc ça, c'est très intéressant. Maintenant, qu'est-ce qui va le faire l'emmener vraiment dans ce top 10 On voit pas de Larry Bird dans ton top 10. Il est 9. Si, il est 9. Oula, pardon. Il est 9. Donc on voit pas d'Isaiah Thomas, par exemple. Non, c'est vrai. Ok. C'est vrai. Bon, c'est pas évident. Alan, toi qui es aussi un peu border, dis-nous tout, pourquoi un pied dedans, un pied dehors? Moi, j'ai 8 joueurs en fait où je suis sûr qu'ils sont top 10. Ok, Dans mon top 10, après, j'ai un groupe où je sais pas. ok. Et dans ce groupe-là, il y a KD, il y a Curry, il y a Kobe que j'ai pas dans mon top 10. Waouh. Ouais, Waouh. pas, voilà. Tu hésites avec KD, vraiment? Je pense que Kobe a une meilleure carrière que KD, mais je pense que KD est un meilleur joueur, intrinsèquement. Oui, mais ça dépend quel est ton point de vue. Tu pars d'où au niveau des trophées, au niveau de ce que Voilà, le joueur fait Ça, individuellement? moi, en fait, l'argument 5 bagues de Kobe contre 2 bagues pour KD, c'est pas un argument que je reçois. Sachant que KD n'a pas terminé. Voilà, il a pas terminé. Je Peut-être pense aller chercher les 3 bagues encore, Si peut-être. on regarde Oui. statistiquement, c'est un meilleur joueur KD, plus efficace en plus. Mais je veux pas paraître ça. C'est plus que, pour moi, KD, c'est un meilleur joueur de basket. Kobe a une meilleure carrière. Donc, je pense que je peux le résumer comme ça. Mais vu que Sur Steph, sur c'est ce qui Steph, m'intéresse. voilà, Steph, il est 10 parce que il y a le côté à révolutionner le jeu. Je pense Mhm. que c'est quelque chose qui doit rentrer en compte aussi. Il y a le côté 4 bagues, quand même. Il y a le côté, il fait beaucoup de l'NBA. C'est une des phases de la ligue depuis une dizaine d'années quasiment. Mhm. Et puis cette année, il a quand même montré qu'il pouvait être. Il l'avait montré aussi en 2015, mais pour moi, c'était plus l'équipe de KD. En 2017-2018, KD était le meilleur joueur de l'équipe. Cette année, il a remontré qu'il pouvait gagner sans KD, avec Klay Thompson et Draymond Green, qui sont plus à leur niveau de prime de cette époque-là. Donc pour moi, il a gagné beaucoup de points cette année, en fait, sur ça. Ok. Lucas, Et pourtant, tu sais qu'il a fait du mal à mon équipe cet été. et il a fait beaucoup de mal Il à a ton fait équipe. très très mal, mais ouais, Steph Curry, c'est all-time. Pour moi, c'est le maître des magiciens. C'est pour ça que je le place devant Larry Bird. J'ai beaucoup eu de mal à sortir Larry Bird de cette place de numéro 9. Voilà, c'est ça, j'ai mis Larry Bird numéro 10. Stephen Curry est incroyable dans tout ce qu'il propose. C'est le boss d'une des plus grandes dynasties de l'histoire. Les Warriors, pour moi, c'est pas très loin. Enfin, pour moi, c'est la deuxième plus grande dynastie de l'histoire du basket mondial. On aura une question justement sur, Ouais. sur cet aspect-là, dynastie ou pas, et puis comment ranker la dynastie effectivement des Warriors. Moi, je voudrais me tourner tout de suite vers Melvin, hein, qui suit donc Steph Curry et les Warriors depuis une bonne dizaine d'années, ce que tu vis du côté de San Francisco. On a l'impression qu'il fallait absolument cocher le titre de MVP pour Steph Curry et une 4e bague pour qu'on reconnaisse que c'est un joueur à part et que c'est peut-être l'un des 10 meilleurs joueurs de l'histoire. Bah écoute, si t'avais besoin d'attendre le titre de finale de MVP pour voir que c'était un joueur à part, je vais être désolé pour toi, mon Alors petit c'est Sylvain, mais, l'impression que ça laissait par rapport à nos amis aux États-Unis, etc. On va dire ça comme ça. Oui, c'est vrai que pour moi, c'est des faux débats, et comme même ces débats top 10 all-time, c'est toujours extrêmement subjectif. Tu vois, comme le disait Peter, c'est quels sont les critères. Mes critères vont sûrement être différents des critères de Lucas ou d'Alan. Donc bon, c'est toujours un peu compliqué. Pour moi, il fait partie des meilleurs joueurs de l'histoire, tout simplement parce que des choses qu'on a déjà dit, il a révolutionné le jeu. Dans toutes les listes qu'on a fait, top 10, c'est le seul qui est en dessous de 1m98, 2 mètres. Donc je pense qu'il y a quand même un degré de difficulté qui est encore plus grand que tous les autres joueurs.
Et après, ça reste un des 7 joueurs avec 4 titres et au moins 2 MVP et un MVP des finales. Les autres joueurs, c'est Bill Russell, Michael Jordan, Magic, Tim Duncan, LeBron et Karim. Ils sont tous, je dirais, il y en a 6 qui sont sûrs dans le top 10. Peut-être que Duncan, on peut le mettre à la limite. Donc pourquoi Curry ne serait pas dans ce top 10 aussi? Je voudrais avoir l'avis d'Antoine sur la question, top 10 ou pas. Alors, le titre vient d'être gagné par les Warriors. Est-ce qu'on n'est pas aussi dans une réaction un petit peu à chaud pour essayer de donner une position méritée ou pas à Steph Curry? Non, mais de toute façon, on l'a bien dit, c'est subjectif, ça va dépendre des critères. Ça ne me dérange pas de le mettre dans un top 10, ça ne me dérange pas de l'enlever. Tout ce que je demande, c'est sur quoi on se base. Après, voilà, il n'y a pas de souci à le mettre dans un top 10, mais je voudrais juste avoir un peu plus de critères, quoi. C'est juste ça. On a tous regardé les finales ici et l'idée c'est de savoir un petit peu en fonction de nos connaissances du basket et des joueurs qui ont composé la ligue il y a quelques années, comment on peut ranker. Je pense qu'on est peut-être en mesure de le faire si l'exercice est effectivement compliqué. Raph, pour conclure cette question, difficile. Moi déjà pour critères, je prends déjà la longueur du prime. C'est vrai que c'était un des critères pour moi, combien de temps on a été bon. Ouais. C'est pour ça que j'ai eu presque du mal avec Larry Bird, parce que pour moi il y a un prime énorme, un gros pic. Mais on sait qu'il a été blessé, il a joué que 12 ans. Donc quand il fallait sortir un joueur, j'ai pris un risque, Bill Russell. Pourquoi ? Parce que pour moi, on parle quand même d'un mec qui était à 42% de réussite à l'intérieur. Pour moi, qui a profité de 6-7 Hall of Famer. Donc quand on reprochait parfois à Steph Curry d'avoir profité de l'entourage, etc., Bill Russell, c'est quand même une autre époque. La théorie de l'évolution aussi. C'est-à-dire que là, on parle de Steph Curry dans un monde d'athlètes. Avoir un mec à 1m90 environ, faire ce qu'il fait, pour moi, c'est quelque chose de révolutionnaire. On parle du meilleur shooter de tous les temps. Donc ça, c'est un gros critère quand même. Un mec qui a révolutionné le jeu. Toute son équipe tourne autour de lui, à part un peu les années KD, mais c'est quand même un système de jeu autour de lui. Et puis pour moi, on parle déjà d'un des 2 meilleurs meneurs de jeu de tous les temps aussi. Je n'arrive pas jusqu'à déclasser Magic, mais pour moi, c'est pas risqué de dire qu'aujourd'hui, c'est peut-être le 2e meilleur meneur de tous les temps. Donc avec ces critères-là, j'ai botté Bill Russell en touche. Mais c'est vrai que c'est toujours dur, quand on dit top 10. Oui, mais on sort qui? Donc moi, j'ai sorti un ancien au nom de l'évolution, parce qu'à l'époque, il y avait 8 équipes. LA, Boston, New York, Chicago. J'ai schématisé un peu le truc. Quand tu dis top 2 meneur, Magic et Steph. Et puis Steph, pour moi. Parce que Magic, c'est quand même un des meilleurs meneurs, mais aussi pour moi le meilleur shooter de notre sport. Et le principe du basket, c'est aussi de shooter. Et c'est le meilleur dans cet exercice-là. Et c'est aussi pour ça qu'il est all-time et dans un top 10. On va pas se poser cette question-là, mais c'est vrai que Steph, avec son jeu à part, est difficilement classable finalement. Ouais, comme tu disais, il a changé le game, de toute façon, tout simplement. Il a complètement changé le jeu en NBA. Si tu regardes avant, il y a une période avant et une période après, réellement. Donc c'est vrai que pour ça, je suis d'accord. Tu vois. On aura peut-être besoin de temps avant justement d'apprécier. Même Peter, il prenait des tirs à 3 points. Grâce à Steph Curry, du coup. Mais tu regardes, moi je sais que quand j'étais là cette année avec Denver, il te disait, avant, le nombre de tirs en NBA, c'était, je sais pas combien de tirs par match, mais c'était ridicule par rapport à la proportion que c'est aujourd'hui, que ça occupe aujourd'hui. Tu as mis 7 tirs à 3 points, Peter, par exemple. Cette saison, tu en as mis 7. Ah bon? Je fais ça? Oui, record, de quoi, au total? Record de la saison. C'est un truc qu'on voyait pas chez les bigs, de mettre 7 tirs dans un match. Mais jamais, tu vois. Ça, c'est l'héritage donc de Steph. Puis je ressens toujours l'exemple d'Etori Messina, un colloque de coach qui disait qu'à cause de Steph Curry, maintenant, quand on prend un joueur en défense, on ne prend plus à 3 points. Ouais. On le prend 4, 5 mètres au-dessus, parce qu'il peut gagner. Messieurs, restons sur Steph, et surtout, on a beaucoup d'autres questions à évoquer, et notamment la question de la dynastie des Warriors dans le débat de la semaine. Let's go. Je vois qu'on est chaud, on est prêt. Avant de lancer les grosses questions de cette émission, je vous propose de vous remettre un petit peu dans le contexte de la parade, cet événement qui célèbre les champions en titre. Vous voyez là quelques images. Donc Melvin y était d'ailleurs. Tu peux peut-être nous raconter, Melvin, un petit peu l'ambiance? Ouais, ambiance très très sympa, très cool, très bon enfant. Et puis on avait des Warriors qui étaient en grande forme, avec beaucoup de trolls, on va dire. Que ce soit Memphis, on a pris pour son grade, Boston, on a pris pour son grade. Donc ils sont de retour à la NBA, comme disait Draymond, fallait pas nous laisser gagner un autre titre. Et maintenant qu'ils sont de nouveaux champions, on va les entendre pendant tout l'été. Alors, on rappelle que les Warriors sont champions à 4-2, donc 6 matchs pour venir à bout des Celtics. Certains ont envoyé 7, mais on va pas revenir là-dessus, c'est une autre question. Grosse, justement, question dans cette partie de l'émission. Où ranker
justement la dynastie des Warriors. Et est-ce qu'on peut maintenant et enfin parler de réelle dynastie? Donc mettez ça un petit peu de côté. On va commencer par contre par le titre gagné par les Warriors. Est-ce que sous l'ère Steph Curry, cette 4e bague est-elle la plus belle? Oui, non. 2015, 2017, 2018, 2022. Ok? On y va? Oui, non, vous me dites et ensuite je reviens vers vous. Peter? Pour Steph, oui. Pour Steph, oui? Oui. Oui. Antoine? Pour Steph, pour beaucoup des gens des Warriors avec qui j'avais discuté juste après le match 6, c'est clairement la plus belle. Melvin, dis-nous, la plus belle bague des 4? Moi, je dirais oui avec 2015 qui est pas loin derrière parce que c'est quand même la première et la première est toujours particulière. Le plus bel accomplissement, c'est cette année. Ok, Donc oui. donc la plus belle. Ouais. Alan? Pareil, sans être original, c'est la plus belle. Allez, on va voir justement un tableau avec la dynastie des Warriors pour mettre un petit peu tout ça en contexte. Ça fait quand même pas mal de titres. Hein. Donc 7e titre de l'histoire de la franchise. Il y a 6 finales en 8 ans, 4 titres donc pour la bande de Steph Curry. On se pose la question de savoir si c'est une dynastie ou est-ce qu'on va directement sur le ranking? Est-ce qu'on est tous d'accord sur le fait que ce soit une dynastie ou pas? Ouais, je pense que oui. On est d'accord, ok. Comment on la rank maintenant, cette dynastie? Compliqué, hein, Peter. Ah ouais, putain. Quand on parle de dynastie, on va mettre en exergue peut-être les Spurs, forcément les Spurs. Ouais. On va mettre les Celtics, on va mettre les Lakers, on va mettre les Bulls de Michael Jordan. Et LeBron seul. Et LeBron, il est tout seul. Voilà, on a l'image d'ailleurs. Voilà. Donc Celtics, Lakers, Bulls, Spurs et maintenant pour nous les Warriors. Où est-ce qu'on rank tout ça? Qui veut se lancer? Moi, je dis c'est la deuxième. Deuxième? Ouais. Ok, bah Deuxième? Ouais, derrière les Bulls. derrière les Bulls. Pour moi, c'est beaucoup plus fort dans l'ère moderne, en tout cas, ce qui a été fait, avec un socle de joueurs draftés dans la même équipe aussi, ce qui est ultra rare, d'avoir un groupe qui a été créé du début à la fin et qui fait 6 finales en 8 ans. C'est-à-dire, avant, on disait, le classique, c'est de voir LeBron James chaque année en finale. Non, le classique, c'est de voir les Warriors en finale et d'en perdre que très rarement. Ils en perdent une en 2019 pour des raisons de blessures qu'on connaît. Ils en perdent une en 2016, alors que c'est l'année où ils devaient la gagner avec les 73 victoires. Ils sont all-time dans tous les sens du terme. Ils ont les deux des meilleurs shooters de l'histoire. Ils ont Draymond Green, qui est un des meilleurs défenseurs, en tout cas de l'ère moderne, on va dire. Et moi, je trouve que cette équipe est vraiment fantastique, vraiment. Est-ce qu'on peut remettre le tableau? On va demander à notre chef d'édition. Moi, je vais challenger un petit peu tout ça et écouter mes compères en parler. La dynastie, alors ça remonte un peu, hein, mais celle des Celtics, quand on fait 11 titres en 13 saisons, est-ce qu'on n'est pas dans le top 1? Trop dans le flou avec eux, moi, je sais pas. On n'est pas dans le top 1, 2 ou 3. On n'existait pas. Les Bulls de Michael Jordan, c'est 2 repeat quand même. Là, on est sur la réaction à chaud avec les Warriors, peut-être à pondérer dans quelques années. Mais les Celtics, quand même. Les Celtics, comme on dit, c'est une autre époque où il y avait moins de concurrence. Parce que je pense que l'aspect concurrentiel, il est important. Et c'est pour ça que pour moi, j'ai du mal quand même à mettre les Warriors au-dessus des Lakers. Parce que les Lakers, ça se fait à une époque avec les Pistons, où il y a Boston avec Larry Bird. Et du coup, il y a un gros concurrent en face. Et malgré ça, il y a quand même une domination. Donc moi, j'ai envie de la mettre 3e. 3e Melvin, allez, on te lance. Où est-ce qu'on rank? Je la mettrai 3e, je la mettrai 2e l'année prochaine quand ils font le doublé, mais pour l'instant je les mets 3e. Mais c'est vrai que moi ce qui est impressionnant, c'est que comme on le disait, Steph Curry et la façon dont les Warriors jouent a révolutionné le jeu en NBA. Ils ont gagné en surprenant tout le monde en 2015, ils ont gagné avec l'arrivée de KD en 2017 et 2018. Et malgré le fait que le jeu a été révolutionné et que tout le monde essaye de jouer comme eux avec énormément de tirs à 3 points, ils arrivent quand même à rester maîtres de cette NBA cette année-là. Donc, avoir ces 4 titres assez distincts au final, pour moi, c'est ça qui fait vraiment de cette dynastie une dynastie assez particulière. C'est vrai que j'ai toujours du mal à les mettre au-dessus des Bulls de Jordan. Et je suis d'accord avec Raph, c'est vrai que les Lakers des années 80, ça reste quand même très fort. Mais encore une fois, la dynastie des Warriors, elle continue. Donc à discuter d'ici 3-4 ans et voir s'ils ont rajouté des titres, rajouté des finales ou s'ils s'arrêtent à ces 4 titres qu'ils ont actuellement. Petite question à Peter, qu'on n'a pas présenté comme un joueur NBA, mais Peter est passé par Denver. Quelle image
ont les Warriors quand on est un adversaire de cette équipe? Est-ce qu'on apprécie vraiment leur legacy, justement, le fait qu'ils gagnent et qu'ils écrasent tout sur son passage, ou on les déteste un peu, on a vraiment envie que ça s'arrête? Ouais, c'est particulier toujours de jouer contre les Warriors. Bon, moi, cette saison, c'était encore plus particulier parce que bon, du coup, Clay n'était pas encore là. Voilà, ils étaient un peu dans une saison où c'était un peu encore en reconstruction, tu vois, au final. Donc, ils sont vachement montés en puissance et tout, et donc c'était vachement bien. Mais à un moment donné, Steph était un peu seul, tu vois, t'avais la sensation. Et en fait, les consignes défensives, c'était si t'arrives à tenir Steph, tu tiens les Warriors. Sauf que pour tenir Steph, c'est un vrai problème. Non, mais c'est un vrai problème. T'es tout le temps, tu peux pas lui laisser 1 mètre. Parce que le mec, par contre, même pas 50 cm, parce que le mec, quand il commence à envoyer, et puis il faut jouer là-bas, quoi. C'est la salle entière qui prend feu, quoi. Qui prend feu, qui pousse, folie. etc. C'est incroyable. Et puis après, je pense que c'est un excellent mec, justement, pour être entouré de tous les joueurs qu'il y avait avec eux. Hein. Donc, avec lui, ils avaient une super équipe. Sincèrement, ils avaient une super équipe. Mais je pense que ouais, cette saison et celle d'avant, c'est des saisons un peu particulières, tu vois, où tu les attendais sans trop les attendre non plus, tu vois. Ils reviennent de loin, quoi. Ouais, et je pense que ouais, il peut vraiment dire merci aussi à ses coéquipiers parce qu'il y en a qui ont vraiment élevé leur niveau de jeu, qui sont devenus des vrais joueurs. Vraiment des vrais joueurs. Un vrai collectif. Wiggins, Jordan Poole. Il y a beaucoup de joueurs qui ont performé. Ouais. C'est vraiment beaucoup. On avance. On se projette sur la saison d'après. Est-ce que les Warriors, avec ce qu'on a vu, avec l'effectif justement construit comme on l'a vu également, est-ce que cette équipe peut faire le doublé? Est-ce qu'elle peut revenir en 2023 et être de nouveau champion NBA? Alan? Oui. Oui. Ouais. Je suis mitigé. Pour moi, ils sont plus favoris comme avant. Ils ont plus cette marge peut-être, non? Parce que Clay et parce que Draymond sont moins forts, je trouve. Même s'ils arrivent toujours à sortir des joueurs et toujours rendre des joueurs dans ce système plus forts, comme Wiggins, comme Poole, ces joueurs-là. Ouais. Je ne suis pas sûr qu'on ait les Warriors d'il y a 3-4 ans aussi favoris qu'avant. Moi, c'est vrai que si on prend l'action comme ça, pour moi, ils ne seront pas favoris. Maintenant, ils seront prétendants. Et c'est vrai pour beaucoup d'équipes en NBA, je vois pas un clair favori. C'est vrai que les Bucks au complet ont montré que c'est quand même une sacrée équipe. Il y a des équipes qui vont être en forme l'année prochaine parce qu'il y aura des retours de blessures. Une équipe comme les Clippers, ça n'en parle pas, mais sur le papier, c'est aussi un beau roster. Maintenant, je le rejoins pour Draymond Green. Moi, ça m'inquiète un peu parce que c'est vrai que c'est des problèmes au dos. Klay Thompson, non, je pense pas. Parce que pour avoir été blessé, quand on a une longue blessure, souvent on dit qu'il faut à peu près le double du temps pour récupérer. En tout cas, pour un mec comme lui, il faudra. Bon, lui, c'est 2 ans. Ça sera fin de carrière. C'est pas le double pour lui, mais on va dire, une grosse blessure comme ça, il faut au moins 1 année pour retrouver des sensations. Et je pense qu'il sera meilleur l'année prochaine. Mais c'est vrai qu'ils sont de retour au top, mais il n'y a pas la marge. Il n'y a pas la marge qu'ils y avaient il y a quelques années. La Ligue est devenue tellement compétitive. Hein. Les équipes maintenant sont très armées pour essayer d'aller chercher le titre. Rien que Boston, ça sera costaud. Ouais, complètement. Melvin, la marge des Warriors, on sait qu'il y a des joueurs aussi en fin de contrat. Est-ce que tout le monde va revenir? Ça, c'est aussi une question qu'on peut se poser, quoi. Ouais, on peut se la poser. Après, ils ont un propriétaire qui n'hésite pas à sortir le carnet de chèques et à faire des gros chèques. Ils vont sûrement être à 400 millions de dollars de salaire et avec la luxury tax. Donc la luxury tax, c'est quand vous êtes au-dessus du salary cap, vous devez payer en plus. Mais ça, par exemple, qu'un Kevin Looney est extrêmement important parce qu'il sait comment jouer dans ce système. Gary Payton 2 qui a trouvé, je pense, sa place en NBA avec les Warriors, c'est un joueur parfait pour les Warriors. Je pense qu'ils vont le re-signer aussi. Après, la seule question, c'est sur les vétérans qu'ils ont signés au minimum la saison dernière, donc les Otto Porter, les Nemanja Bjelica, à voir s'ils arrivent à les re-signer. Mais sinon, tout le monde, je pense, va être de retour. Et pour moi, donc oui, ils seront favoris l'année prochaine, mais le gros point d'interrogation, c'est le point d'interrogation de la santé, tout simplement, et des blessures. On l'a vu cette année à l'Ouest. On va avoir les Clippers de retour avec Kawhi et Paul George. On va avoir les Nuggets, que j'espère de retour avec Jamal Murray et Michael Porter Jr. pour aider Nikola Jokic. Donc, je pense que l'Ouest sera plus forte que cette année, mais l'équipe qui évitera les blessures ira sûrement en finale NBA. Donc, est-ce que ce sera les Warriors? Peut-être, mais c'est vrai que le gros point d'interrogation, c'est je pense, la santé de Draymond Green. Alan, ton avis sur la question? Je pense que tout a été dit. L'Ouest va se redensifier parce que même Memphis va continuer à progresser.
Et si Ja Morant est en bonne santé, c'est une équipe extrêmement dangereuse. On l'a vu dans la demi-finale de conf. Dallas va continuer à progresser aussi. Ils étaient en finale de conf et Luka il continue de progresser année après année. Donc même à l'Ouest, ça va se densifier énormément. Et c'est vrai que je ne peux pas m'empêcher de penser qu'en pleine santé, Milwaukee reste potentiellement la meilleure équipe de NBA. Donc avec le meilleur joueur du monde et une équipe qui a prouvé qu'elle pouvait gagner le titre il y a un an. Donc ils sont potentiellement favoris aussi. Et oublie pas ton joueur top 10 all-time, Kevin Durant. Kevin Durant. La petite pique de Lucas Nico. Ouais, non, mais bien sûr que la Ligue est ouverte pour la saison prochaine, c'est clair. On a encore quelques minutes. Passons côté Boston. Non, je n'ai pas été voir Antoine, et il se plaint d'ailleurs. Tiens, Antoine, ton avis sur la question. Vas-y, je t'écoute. Non, c'est juste que tu m'as déjà zappé sur la rubrique d'avant, donc bon, 2 d'affilée, ça fait un peu beaucoup quand même. Tiens, en parlant de 2 d'affilée, ce qu'on ne parle pas, c'est la marge qu'ils avaient, les Warriors, c'est qu'ils avaient Kevin Durant, et ils l'ont plus, c'était même pas une marge, d'ailleurs, c'était un titre automatique, c'est ce que disait Michael Thompson, le papa de Clay, juste après le match 6. Donc voilà, ils l'ont plus, ils n'ont plus cette marge-là, mais ils restent parmi les équipes qui vont jouer le titre sur encore, à mon avis, 3 à 5 ans. Et puis voilà, donc c'est une dynastie, Steph est super fort, oui, ils peuvent jouer encore le titre, mais n'insultons pas l'histoire là, j'ai pas trop aimé certains top 10 dynasties, etc., qui ont tendance à faire comme si Bill Russell n'était pas quelqu'un qui était allé chercher 11 titres, avait été joueur-coach, etc., qui vomissait avant chaque match tellement il était compétiteur, et il a dominé quelqu'un comme Will Chamberlain, etc. Mettons un petit peu de respect sur l'histoire quand même. C'est difficile, hein, on n'a pas dit que c'était un classement facile. Hein. Non, c'est clair, c'était dur de le sortir. Après, j'ai essayé de réfléchir aussi un peu comme ça. Si on mettait Wilt à Boston et Bill Russell à l'inverse, est-ce qu'il y aurait autant de bagues pour l'un et pour l'autre? C'est ça aussi parfois le rapport. On va pas y répondre, c'était il y a 5 minutes. Okay, on fera ça dans une prochaine émission. Restons à Boston, moi je voudrais qu'on soit sur le contemporain et qu'on parle de Jason Tatum, qui avait fait jusque-là des playoffs de feu, en sortant quand même les Nets, il y a Miami, il y a Milwaukee surtout. Milwaukee aussi, des game sets avec un joueur ultra dominant. Ça a été un peu moins le cas, on peut le dire quand même, en finale NBA. Un peu décevant, première finale pour Jason Tatum, 24 ans. Est-ce qu'il a l'étoffe d'un franchise player pour emmener cette franchise au titre NBA? Oui, non, et on revient ensuite pour argumenter. Peter, je t'écoute. Oui. Raphaël. Un gros oui. Un gros oui. Melvin? Oui, pareil. Ok. Et Antoine? Oui. Ça marche, on va tous d'accord, je pense. Oui. Tout le monde va être d'accord. Ok. C'est mon genre préféré aussi. Ça tombe bien. Moi, ça marche. Alan, ton joueur préféré, on t'écoute. Ouais. Oui, parce qu'à 24 ans, déjà, être leader d'une équipe qui passe 3 tours de playoff, qui fait 3 finales de conf en 5 ans, faut pas l'oublier, il fait 3 finales de conf en 5 ans. Des game sets, comme tu l'as dit, leader d'une équipe qui, même pas depuis les playoffs, depuis janvier, est la meilleure à l'Est, qui a vraiment fait un super turnaround sous l'impulsion du Doka, et lui en leader, qui a amélioré son playmaking, qui est un défenseur qui grandit d'année en année. Et moi, je pense que les joueurs qui lead leur équipe au titre, c'est des ailiers qui peuvent un peu tout faire. Et lui, pour moi, c'est le prochain ailier un peu polyvalent de la Ligue. Donc, clairement, il a 24 ans, il n'est pas dans son prime encore pour moi. Donc, quand il sera dans son prime, il pourra amener les Celtics au bout. On a une image à vous montrer sur la baisse statistique de Jason Tatum en play-off. Donc ça démarre quand même très très haut et ça finit autour de 21,5. Donc à chaque fois qu'on monte d'un étage, on baisse en influence au scoring. C'est quand même un joueur qui est attendu à ce niveau-là de manière régulière et ça n'a pas été trop le cas. Moi je vais du côté de New York avec Antoine. Tu as suivi les Celtics toute la saison, et Jason Tatum également. Qu'est-ce que tu as pensé de sa performance, ses prestations en finale NBA? Et qu'est-ce qu'on en dit aux États-Unis? Est-ce qu'on prend date pour la suite avec ce joueur ou est-ce que finalement on l'a trouvé peut-être un peu limité? C'est-à-dire qu'il a eu des playoffs vraiment en décrescendo, quoi. C'est-à-dire qu'il a commencé à 29,5 de moyenne sur le premier tour, il est descendu à 27, à 25, puis à 23 sur les tours d'après, donc jusqu'au final. Donc vraiment, on l'a senti en difficulté. Est-ce qu'il y avait une part de fatigue? Est-ce qu'il y avait une part d'apprentissage encore qui est nécessaire? On l'a dit, il a 24 ans, il y a des choses où il n'a pas encore les parades quand certaines équipes proposent des choses défensivement sur lui. Il a réussi à être passeur, de toute façon il avait beaucoup le ballon, donc il était bien obligé de la passer de temps en temps. Et quand même, il manque des choses dans tout simplement ce qui fait gagner, ce qui permet de rendre un peu les coéquipiers meilleurs, qui permet d'être plus décisif.
On l'a pas trop vu souvent en fin de match. Je parle encore une fois des finales, faut reprendre un petit peu de perspective sur tous ces playoffs qui sont pas du tout mauvais, mais c'est juste là, les finales sont jugées quand même très durement aux États-Unis, pour répondre à ta question. Et je pense que, comme sur les débats précédents, il faut juste prendre un petit peu de hauteur, de distance. Ça va aller, il va travailler, il va apprendre, et ça devrait bien se passer. Fan de Boston autour de la table, Lucas Nico. Ouais, moi je suis d'accord avec ce qui a été dit, c'est de l'apprentissage aussi. Il est le meilleur sur son poste contre les Nets, il est le meilleur sur son poste contre les Bucks. Contre Jimmy Butler, il y a un vrai duel. Il est très bon quand même, malgré tout. Il tape un petit peu dans le mur, c'est vrai, sur la finale, notamment sur le match 7 où tout le monde l'attend. Mais il ne faut pas oublier qu'il continue d'apprendre. LeBron James, sur sa finale 2007, il se fait tuer par le système des Spurs. Oui. Donc c'est de l'apprentissage sur le long terme. Il passe des paliers à chaque passage dans ses playoffs. Il passe un palier. Il était allé contre LeBron James et les Cavs à un moment. On sentait que voilà, il ne pouvait pas aller plus haut. Là, il est allé plus haut. Il s'est affirmé comme l'un des meilleurs joueurs de l'Est. Donc moi, j'ai toute confiance sur la suite pour lui. Et puis en plus, avec Jaylen Brown qui fait de grosses finales, ça peut être vraiment intéressant. On n'a pas senti sa limite. On pense que le plafond de Jason Tatum en finale NBA, je parle pas des tours d'avant. En finale NBA, on sent que le plafond de ce joueur est encore haut et qu'il peut progresser. C'est ça. Et puis, il a pris pas mal de mes arguments. C'est vrai que je voulais prendre en comparaison aussi LeBron James en 2007. Et puis, si je reprends encore LeBron James, même ne serait-ce qu'il y a 1 ou 2 ans, là, quand il est en play-off, je pense qu'il y a aussi une construction d'équipe à faire autour de lui parce qu'on voit qu'il a pêché. C'est pas en termes de confiance, parce qu'à 3 points, il a été très bien, à 40 et quelques %. Maintenant, c'est à 2 points. À 2 points, pourquoi ? Parce qu'on a fermé la raquette. Peut-être que si, au lieu d'un White, on a un meneur un peu plus shooter à 3 points, ça lui ouvre des espaces qui lui permettent de finir. Donc, je pense qu'il y a aussi une construction autour de lui à avoir, parce que là, le plan de jeu était clair. Je pense qu'il y a un coach aussi qui apprend. Parce que quand je regarde l'attaque des Celtics au fil des séries, autant en défense, je trouve qu'ils ont été solides quand même sur l'ensemble, mis à part. En fait, finalement, ce qui a pêché par rapport à leur défense, c'est les pertes de balles. Donc les pertes de balles, ça va part de l'attaque. Provoqué par la défense, peut-être. Voilà, provoqué par la défense en face, pas toujours. Et je pense que voilà, si on le met dans de meilleures conditions, et je pense que Udoka va apprendre aussi, et puis la construction d'équipe fera qu'il y aura moins de pertes de balles et moins de jeux de transition comme ils ont pu offrir aux Warriors. Et du coup, bref, pour revenir sur le sujet central, je pense qu'il y a encore beaucoup de marge de progression, que c'était une étape obligatoire, parce que je pense qu'un échec comme ça, c'est ce qui vous construit, c'est ce qui donne la motivation d'aller encore à la salle, progresser. Mais après, le bagage technique pur, il sait tout faire sur un terrain. On a vu que la lecture de jeu, c'était un palier à franchir, il l'a franchi en cours de saison. Alors, c'est pas encore fini, mais on voit que là, c'est un vrai cap à la passe. On voit que c'est un mec impliqué en défense. Et tout à l'heure, on parlait des top 10 all-time. C'est peut-être là un peu que ça pêche pour Curry, c'est qu'en fait, tous les joueurs qu'on voit étaient et de grands attaquants et de grands défenseurs. Sauf lui et Bill Russell. Non, voilà, c'est vrai que... Non, pour moi, il a tout le potentiel. Je pense qu'il a le mental parce que réussir ce qu'il a réussi au stade où il en est de sa carrière à 24 ans, c'est déjà énorme. Je pense qu'il est sur la bonne route. Allez, dernière question à Peter. On se projette aussi avec eux. Est-ce qu'ils ont pris date pour la suite? Est-ce que justement on n'est pas finalement dans un début de cycle avec déjà une finale NBA? Quand on change de coach, quand l'ancien coach devient GM, forcément on repart aussi sur des plans de jeu un peu différents, un projet différent. Est-ce que cette équipe a pris date pour la suite? Moi, je m'inquiète un peu quand même de voir comment Tatum et Brown ça va évoluer. Ensemble, tu penses que les deux... Sincèrement, moi, je les voyais vraiment pas aller aussi en play-off ensemble, parce que je pensais que ça allait exploser. Mais pour le coup, non. Donc, Par rapport à quoi, au caractère des deux? Ouais, au caractère. Et puis, je pense qu'à un moment donné, Brown, tu l'as bien vu sur les playoffs, et sur la fin des playoffs, là, il tenait la baraque. Sincèrement, il tenait la baraque. Et je pense qu'il va se dire à un moment donné, pourquoi je n'aurais pas mon équipe, tu vois. Parce que là, on parle énormément de Tatum, on parle énormément de Brown aussi, mais c'est l'équipe à qui, tu vois. Jason Tatum. Voilà. Pour le moment. Et je pense... Pour toi, il peut mener une équipe Jaylen Brown, tu penses? Je sais pas, mais est-ce qu'il va pas avoir la volonté de le faire? Et ça peut être un problème. Je pense que ça peut être un problème. Pour rejoindre un autre projet. C'est deux mecs qui sont presque sur le même poste, qui font presque la même chose, entre guillemets. Quand t'es pas loin de choper un titre, est-ce qu'il faut pas rester dans cette situation? Je pense que reproduire ce qu'ils ont fait, c'est déjà très très dur. Très très dur. On rappelle le parcours, beaucoup de game sets, etc. Ça aurait pu pencher d'un côté comme de l'autre. C'est ça. Donc sincèrement, moi je suis vraiment étonné qu'ils soient déjà arrivés jusque-là, c'est déjà énorme. Et voilà, je pense que l'été va être vraiment très très important et la façon dont il va être géré va définir un peu la suite. Tu vois. Il était avec un coach rookie, donc voilà, ça va...
une équipe qui, parce que c'est quand même c'est une réussite, leur saison est une énorme réussite quand même. Donc une équipe qui réussit, elle réagit pas pareil la saison suivante, tu vois, qu'une équipe qui arrive en outsider et voilà, qui arrive jusque là, quoi. Donc je m'inquiète de ça. Ok, Sincèrement, je m'inquiète de ça. ok. Donc l'été apportera peut-être son lot de réponses. Messieurs, on fait une petite pause dans nos discussions et on va justement discuter avec toi pour te connaître un petit peu plus, Peter Corneli, dans l'ITV décalé. C'est parti. Alors c'est un petit peu le moment de détente de l'émission. On essaie de connaître un peu plus de choses sur nos invités. On a une ITV Tu préfères que je vais te poser donc. Tu préfères, tu me dis quel élément, etc. etc. Ça va? On joue à Denver ou Pau? On joue à Denver comme ça. T'étais pas loin. On va commencer par la première. Le Mans ou Denver? Ok. Le Mans ou Denver? Denver. Denver? Ouais. Pourquoi? Au niveau de la ville ou au niveau du club? Au niveau de quoi? Ce que tu veux. Qu'est-ce qui te fait pencher pour La montagne. Ouais, non, Denver. Denver déjà c'est l'environnement, il y a la montagne, c'est quand même une grande ville, c'est joli, enfin le climat est top, il fait tout le temps beau, Ouais. donc il fait juste ultra sec, ça c'est chiant, mais sinon Denver. c'est génial. Ouais, Denver, ouais. Probablement il y avait 24 heures du Mans, ça c'est cool. Il y a le tram. Aussi. Et les rillettes. Aussi. Allez, on a tout dit. Shoot au buzzer ou poster dunk sur LeBron James par exemple? Poster, mais Bien sûr. mais ça dépend, shoot au buzzer sur quoi comme match? Game 7 des Game finales. 7 des finales, oui, on n'en parle pas, on va dire saison régulière. Ah oui, non, Quelque non, chose non. de marquant. Non, poster. Poster? Ok. Lisbonne ou Tel Aviv? On sait que tu as été. J'ai été à Tel Aviv. Mykonos, pardon, on me dit Mykonos dans l'oreillette. Ah, Mykonos ou Tel Aviv. Mykonos. Mykonos? Allez, Mykonos. Je sais que tu voyages beaucoup, c'est des villes que tu peux. J'aime bien, ouais, ça. Ok. Apparemment, tu as fait une demande au mariage. J'ai fait ça, ouais. D'accord. Bien. Monsieur est romantique, hein? Oui. A priori, oui. je dirais. Bah, on voit des images à l'écran, regarde. Ok. Plutôt pas mal, hein? Ambiance, cadre, coucher de soleil. C'était à Mykonos. Ouais. Voilà, il donne des idées à d'autres, j'espère qu'on pourra faire pareil. Et il filme bien, hein, il fait des bons petits Il vlogs. filme bien Mais aussi. c'est ça vient de nous que certains debout. Allez, on continue. Drake ou Marley? Je vais faire du politiquement correct. J'aime mes deux chiens, tout pareil. Pareil, Tout pareil. fan des chiens depuis toujours? Oui. Après, oui. Ok. Grand fan de voitures aussi? Très grand fan. Ok. Porsche ou Ford Mustang? Porsche. Porsche? Pas de... J'ai deux Mustangs, mais oui, Porsche. Ok. Le rêve, le projet, c'est Porsche. Ouais. Après, c'est des voitures différentes, mais oui, Porsche. Ça marche. Vacances à la plage ou à la montagne? À la montagne. Ok. Jokic ou Steph Curry? Ah, c'est dur ça. Parce que Jokic lui a fait mal cette année. Ah, c'est dur ça. Je veux dire Steph Curry, parce que depuis les finales et tout le bordel, mais. Jokic, c'est incroyable. Hein, Ouais, Jokic, c'est vraiment impressionnant. Incroyable. En termes de QI basket et de tout, en fait, c'est incroyable. Je lui souhaite de gagner un titre, vraiment. Ce serait vraiment mérité. Le style de d'Evan Fournier ou celui de Rudy Gobert? Style vestimentaire, fashion. On sait que les deux font le travail. Tente des trucs. Mm, Je vais dire Rudy parce que c'est marrant. ok. Et toi, sur ton style vestimentaire, Il n'a pas. il y en a pas? T'es Je veux dire, sûr? c'est pas un objectif. Regarde. Ok. C'est pas un style, ça? En mode Clark Kent, là. C'est bon, Hein? Les lunettes, là. Allez, sur 10. Sur 10, tu te donnes combien? Ah, ouais, GQ là quand même. Ah, quand même. 6, 7. Allez, Oh, 7. bien. Parce que c'est pas ultra recherché, mais c'est. Très bien, on fait les efforts. Voilà. ce qu'il faut. Ok. Nick Stauskas ou Isia Thomas? T'as joué avec les deux. Nick Stauskas. Ok. Pourquoi? Parce que c'est un super gars. Je dis pas que Isaiah Thomas c'est pas un super gars, mais lui c'est vraiment un super gars. Que c'est un vrai joueur de basket. Mhm. Et non. Isia Thomas. Quand j'ai joué avec lui, il venait pour shooter quoi, tu vois. Ok. C'était. On connaît le Mais profil, je lui en veux On pas. connaît le profil. Voilà, c'est ça. C'est donc bon, c'est un style quoi. Voilà.
ta plus grande émotion? La médaille d'argent au jeu ou le jour de ta draft? C'est pas facile, hein, tout ça. Bah, la draft, c'était incroyable, c'était bien, etc. Après, c'était long, quoi. Quand t'es choisi 53e, c'est très très long. On attend. Donc ça dilue un petit peu l'émotion quand même. Ouais. Voilà. Je vais dire les JO pour l'expérience. Après, ce qui manquait un petit peu aux JO, c'était la fierté personnelle de me dire j'ai joué, j'ai participé vraiment à la victoire. Tu vois. C'est peut-être ce qui manquait un peu. Ok. On sait que Lucas disait que tu faisais de la photo et de la vidéo. Tu préfères quoi entre les deux? Photo ou vidéo? Vidéo. Tu filmes un peu? Tu essayes des choses? Ouais. Ok. Les vlogs. Tu vlogues? Non, Si. avant C'est pas un mal, peu, c'est pas maintenant mal. moins. Ok. Mais non, j'aime bien faire des vidéos de mes voyages, surtout. Le playground du Perret à Paris ou le street basketball Housse des Bois à Pau? Celui de Paris. Il est vraiment sympa. De Levallois, je veux dire. Ok. Il est vraiment sympa. Celui de Rudy, tu parles? Oui. Ouais, il est sympa. Il est vraiment sympa. Et dernière question, faire du airsoft avec ta femme ou défier ta sœur au basket? Ah, t'es parti loin de nous. On a cherché, ouais. On sait que t'es fan. On sait que t'es fan, pardon, de ça. Le airsoft. Ok, Airsoft, sympa. très bien. Voilà. Bah, merci beaucoup d'avoir répondu aux questions préparées aussi par Lucien, hein, notre chef d'édition qui cherche tout ça pour nous Lucien, et qui t'es construit parti aussi qui construit un petit peu l'émission. On va ouvrir le dernier volet, la dernière chronique de notre émission. On va parler de draft NBA. Let's go. Et pour le faire, on accueille un homme fraîchement devenu scout et bosse pour le média et le collectif, même on va dire Envergure. Donc, vous faites du très très bon boulot, hein, Gentil, merci. des données, des datas, des analyses, etc. On va essayer de structurer un petit peu avec toi la question de la draft. Déjà, la définir aussi un petit peu Envergure, définir la draft, le processus, et ensuite présenter les top prospects de cette année, peut-être américains au top 3 et français en top 3. Ok, on le fait comme ça? Avec plaisir. Envergure, dis-nous tout, ce que vous faites, qui bosse et quel est l'objectif un petit peu du collectif? Moi, je bosse. Non, moi j'ai rejoint en 2019, mais ça a été créé plus tôt, ça a été créé en 2016-2017. C'est un site où il y a des podcasts, des articles, donc des scouting reports écrits. On fait des live Twitch où on regarde des analyses du film de joueurs, on essaie de les analyser. Et on fait aussi de ça sur YouTube. Donc c'est un collectif avec pas mal de gens. Il y a des scouts, des coachs, notamment Romain Leroy qui est assistant du côté de la SIG Strasbourg. Il y a Nicolas Mathieu qui est scout pour l'Asvel. Et des passionnés de NCA, des passionnés de chaque côté. Donc Qui ne comptent pas les heures pour regarder les matchs n'importe quelle heure du jour ou de la nuit. Et on regarde tout type de Et à matchs. n'importe quel âge aussi. N'importe quel âge Des aussi. joueurs, des très jeunes. On commence en U16, U16 ou U15 France parfois, et les catégories jeunes françaises en Europe, championnat FIBA l'été chez les jeunes, et la NCA. Et moi j'aime bien aussi le high school. Très bien. Donc ça donne ensuite beaucoup de données chiffrées et aussi sur l'aspect un peu psychologique des joueurs. Donc ça, on a compris. Si je te pose la question justement, et pour expliquer aussi à nos téléspectateurs le processus de draft, on sait que Peter est passé par là, il pourra nous conter aussi un petit peu son expérience. Qu'est-ce que la draft et quel est le processus engagé quand on veut justement arriver en NBA? En gros, dans le système américain, c'est pas comme le système européen des académies et des centres de formation. Le système américain, c'est on fait son cursus au lycée, puis à la fac, et ensuite on rejoint le monde pro. Et parce que c'est comme ça que ça fonctionne dans tous les sports depuis la fin du 19e siècle. Et en fait, il fallait un processus d'allocation des jeunes joueurs dans les équipes professionnelles, et ils ont trouvé le moyen de la draft pour allouer les futurs talents avec un système qui se voulait à la base méritocratique, c'est-à-dire le dernier du classement à le premier choix. C'était en gros comment ils vendaient l'idée pour rééquilibrer, selon eux, le championnat. Donc pour être à la draft, il faut avoir entre 19 et 22 ans. Après, on est auto-éligible si jamais on a plus de 23 ans, par exemple. Donc il faut, par exemple, cette année, être minimum né en 2003 jusqu'en 2000. Et s'il y a certains Européens qui sont des 99 ou des 2000 qui sont auto-éligibles, par exemple. Il faut avoir fait minimum un an dernière année lycée. Je t'arrête. Question, expérience, Peter. Comment on choisit de se rendre éligible à la draft? Ça, c'est toujours la question un peu compliquée parce que la draft, c'est beaucoup de hype.
Voilà, c'est beaucoup de. T'es dans la bonne émission. Merci beaucoup. C'est beaucoup de voilà de comment où en est en fait finalement comment je pourrais appeler ça Ton développement, Où t'es ton projet. dans ta carrière. Ouais. ouais et puis comment les équipes te voient, comment on Ok. parle de toi, etc. Ok. Tu vois. Ok. Et les actions d'éclat un petit peu que tu as eues, et si tu as eu des stats, etc. Et tu vois, il y a un peu un timing, tu vois. Mhm. Et si tu te foires à la draft, c'est souvent que tu te foires dans le timing. ça peut être ça, tu vois. Ou alors que tu n'es pas fait pour. Mais donc c'est un peu toujours la question, tu vois, de te dire est-ce que je me présente cette année ou est-ce que j'attends une année supplémentaire parce que j'aurai justement une meilleure hype et quelque part je peux me faire drafter plus haut parce que ta position dans la draft va clairement définir, si tu veux, la chance qu'on va te donner Bien sûr. au départ. Mhm. Donc c'est ça la difficulté, tu vois. Quand tu sors donc, de ta première saison pro, par exemple, tu es très jeune. Si tu fais des bonnes stats, des stats correctes même, je veux dire, et qu'on te regarde un petit peu parce que tu es jeune, tu vois, tu peux te dire, je vais me présenter à la draft, tu vois. Mais potentiellement, tu peux te dire aussi, peut-être que je vais prendre une année en plus pour étoffer mon jeu, pour étoffer mon physique et faire des meilleures stats l'année d'après. Mais après, on va plus te voir comme le petit jeune, tu vois. Tu auras pris un an de plus. On sait que c'est une décision un peu collective qui se prend aussi avec ton l'agent, entourage, tes agents. Est-ce que c'est toi qui as le dernier mot pour ton expérience? Est-ce que Oui. c'est toi qui dis OK, on y va? Je pense que tu as toujours, oui, le dernier mot de toute façon. Mais après, c'est le travail, moi je suis convaincu de ça, c'est le travail de ton agent de te dire, écoute, je pense que de te conseiller par rapport à ça. Je pense que là c'est le bon moment. Moi je te conseille de faire ça, tu vois. OK. Après, tu fais le choix d'écouter ou de pas écouter. Il y a des joueurs qui vont être très stressés de se dire, ah si je me blesse, si machin, donc ils vont y aller direct. Tu as d'autres joueurs qui vont se dire, ah non, je veux vraiment être prêt, etc. Tu vois. Tu le vois aussi, pareil, en université, c'est encore plus flagrant. C'est-à-dire que les mecs, il y en a qui décident de même pas aller à l'université et de partir direct à la draft parce qu'ils se disent il faut que je gagne de l'argent tout de suite. Tout de tu vois. suite, ouais. C'est aussi un truc, tu vois. Réalisé, ouais. Donc, et t'as d'autres joueurs, ils se disent non, moi je vais finir toutes mes années de fac parce que je veux avoir mon diplôme, parce que j'avais promis à mes parents, je pense à Tim Duncan, etc. Tu vois, et ils font tout leur processus de fac et ils arrivent en NBA et ils ont presque 23 ans ou 24 ans, tu vois. Donc t'as tout, tu vois. Après, c'est des choix personnels, mais pour nous, Français, où je pense que vraiment t'as une fenêtre à pas louper, tu vois. OK. Parce que, Ensuite- à part Victor, tu vois, qui clairement, lui. Ça peut vite se réduire si jamais tu es pas dans les Mais bons timings. tous les autres joueurs, ouais, ça peut très très vite se réduire et tu peux très vite finir dans le championnat français ou en Je pense Europe. que c'est le meilleur voilà. exemple, c'est Mamjalité. À l'époque, quand il l'expose On va en pour un parler, progrès Messieurs, à un âge plus jeune. je reprends Top tout de 5, suite. On va et parler après, des il est Français pas après, Raph, et sûrement c'est du exactement ça. Imam Jaité dans la discussion. Je voudrais qu'on revienne avec Alan. Présentation peut-être des top 3 prospects américains, et après on fera les Français un petit peu après, en fonction de ton travail ou de ce qui se dit aux Ouais. États-Unis. C'est ça, c'est toujours ce qui est intéressant, c'est que chaque année, il y a un consensus. En fait, il y a les mock drafts et les big boards qui toute l'année te mettent ces joueurs-là en haut. Donc, si t'es pas d'accord, on dit que tu dis n'importe quoi. Après, tu reviens 10 ans après, des fois, tu avais raison. Donc, moi, mon avis n'est pas souvent d'accord avec ça, mais il y a 3 joueurs qui sont quand même en tête de gondole de cette draft. Ça marche. Il y a Chet Holmgren, le pivot de Gonzaga. OK. Il y a Jabari Smith, le fils de son papa jouait Jabari en NBA, Senior. Jabari Smith Senior, qui joue à Auburn, l'ancienne fac de Charles Barkley. Et il y a Paolo Banchero de Duke. OK. Tu nous as présenté dans l'ordre de leur draft ou pas? Moi, j'ai Chet Holmgren en haut et Paolo Banchero en dessous et Smith plus bas. Mais c'est vrai que les 2 favoris, on ne sait pas trop ce qu'Orlando va faire, parce que c'est normal, il ne faut pas qu'ils disent ce qu'ils vont faire. Mais ça serait quand même soit entre Smith, soit entre Holmgren. Présentons peut-être celui qui est annoncé comme le numéro 1, Chet Holmgren, futur star, 20 ans, 2m13, 88 kg, poste 4, 5. Ça parle peut-être à Peter. Gonzaga, tu l'as dit, projection de donc premier tour et premier choix de draft, donc éventuellement au Magic d'Orlando. Qu'est-ce que ce joueur a et qui lui permettrait de prétendre tout de suite à être un joueur peut-être NBA ready ou pas? Alors, le grand sujet sur lui, c'est le poids. C'est ce dont tout le monde parle. Moi, je pense que sa force est un peu sous-évaluée. Il joue plus fort que son poids ne peut laisser penser, même s'il a des soucis de force. Pour moi, c'est un des meilleurs protecteurs de cercle qu'on a vu à la draft ces dernières années. Sur drop notamment, donc la capacité à reculer pour protéger le cercle.
ou faire du second rideau, c'est-à-dire ce que fait très bien Rob Williams pour les Celtics. Il est extrêmement impressionnant là-dessus. Il a montré à Gonzaga, il a montré avec Team USA U19 l'été dernier où il s'est affronté avec Victor Wembanyama en finale. Ouais, oui, on Donc se souvient de ces en images. France, tout le monde dit que Wembanyama l'a mangé. C'est pas vraiment vrai. Et se faire manger par Victor Wembanyama, c'est pas grave parce que ça arrive. Un des Ça pères de arrivera famille. à beaucoup de monde. Il a dominé. Il l'a dominé. qu'il y avait C'est ça. Mais un petit Victor ton au-dessus Wembanyama, alors qu'il y avait un an de moins. Quoi. c'est ça. Mais Mais il est plus fort Banchero, défensivement que Victor. On peut aller sur Banchero avec toi tout de suite. Ouais, Banchero, en pardon. poste 4. Ouais. Moi, je pensais que le poste 4, pour moi, il avait de plus en plus disparu en NBA, les postes 4 un peu à l'ancienne. Mais lui, c'est un vrai poste 4 de 8, 2m8, ouais, 113 110 kilos. kilos. 110 kilos. Pour moi, sa qualité principale, c'est la passe. C'est ce qui est anormal à sa taille, à son poids, c'est que c'est un excellent passeur. C'est un joueur qui peut se créer son tir, aller au cercle. Le tir n'est pas encore hyper développé, de loin, mais c'est un excellent passeur. NBA ready? Ouais, au niveau du corps, il est NBA ready. Ok. On avance. Jabari Smith. Jabari Smith, que j'aime moins, mais qui a une énorme hype, c'est peut-être le meilleur shooter de la draft. C'est le meilleur shooter de 2m8 que j'ai évalué de ma carrière, je pense. Waouh. 44% à 3 points cette année sur 5 tentatives par match. Le souci, c'est qu'il shoot mieux à 3 points qu'à 2 points, parce qu'il n'arrive pas à trop aller au cercle. Il n'aime pas trop aller au cercle. Il a toujours été plus grand et plus habile que son adversaire. Il a toujours shooté sur tout le monde. Donc, moi, je vois en lui peut-être un genre de Rashard Lewis 2.0. Je suis peut-être moins haut sur la projection totale. D'accord. Je pense qu'il sera toujours utile dans un collectif parce qu'un shooter de cette taille qui shoot aussi bien, c'est tout le temps utile, mais il a peut-être moins de star potentiel que d'autres. Et d'autres pensent qu'il a un potentiel de star vu qu'il shoot déjà super bien jeune. Donc, on verra. NBA ready ou pas? Rien que sur le tir, il est sur le terrain, il t'apporte du spacing, donc il va jouer. Ok. On se focalise sur les Français? Ouais. On va peut-être d'ailleurs montrer un tableau, puisqu'on fait partie des contingents les plus représentés encore NBA. Le Canada nous domine, mais on a quand même encore quelques joueurs dans la ligue et surtout draftés. On a fait un classement par ordre de draft. Killian Hayes en 2020 a été 7e drafté par les Detroit Pistons. On a ensuite en 2017 Frank Ntilikina 8e donc drafté par les Knicks. 2007, ça remonte un petit peu, c'est Joakim Noah drafté 9 par les Bulls. 97 est le premier joueur drafté en NBA, il faut le rappeler et ne pas l'oublier. Tariq Abdul-Wahad drafté par les Kings en 11 et on a mis Mike Petrus dans ce tableau, drafté 11 également par les Warriors, n'est-ce pas Melvin? Et on a une petite anomalie, ce qu'on a nous noté comme anomalie, c'est celle de Tony Parker, drafté en 2001, 28e Tony Parker, et vous voyez ensuite ce qu'il peut faire en étant drafté aussi loin, 4 fois champion NBA, 6 fois All-Star, 4 fois All-NBA, MVP des finales 2007, et puis on a bien sûr Peter Corneli qui est là avec nous, drafté par les Denver Nuggets, 54e, si je dis pas, 53e, si voilà, je dis une bêtise. Voilà, donc on a pas mal de monde. On n'oublie pas bien sûr 27. Ronny Turiaf, on n'oublie pas Boris Dio. Et voilà, il y a beaucoup de joueurs, bien sûr Evan Fournier, Rudy Gobert, beaucoup de joueurs fréquentent ou ont fréquenté la ligue et c'est une chance donc pour le basket français. On y va sur les Français? Vas-y, Ousmane plaisir. Dieng peut-être? Ouais. Allez, go. Grand lui aussi. Grand, ouais. C'est un peu la tête de gondole de la génération 2003, Ok. en France, qui avait fait le championnat d'Europe U16 en 2019 avec Victor Wembanyama qui était surclassé d'1 an. Lui, il sort de l'INSEP et ensuite il a fait le choix d'aller en Australie, comme beaucoup de prospects font depuis quelques années, parce qu'ils ont des garanties de temps de jeu. C'est un championnat sans descente. C'est un championnat où on met en avant les jeunes. C'est un championnat où il n'y a pas vraiment de pression sur la fin d'année. Ils peuvent se montrer pour les scouts, ils ont du temps de jeu, ils peuvent faire des erreurs, un peu plus que dans d'autres championnats. Il a mal commencé l'année, ça se voyait que le Covid, ça se voyait ça faisait longtemps qu'il n'avait pas joué à cause du Covid avec le Pôle France, et il a mieux fini l'année. Et là, il a une hype qui est montante, qu'il annonce parfois même fin de loterie dans le top 20. Donc c'est un grand porteur de balle, qui peut un peu tout faire, qui est très long, qui shoot bien. Ok. Tu valides le choix de s'exporter comme ça pour justement prendre la lumière, la hype et arriver en NBA? C'est quelque chose qui est fait maintenant, pas couramment, mais on a l'impression que les joueurs n'hésitent plus maintenant à aller sur des destinations un peu lointaines pour aller en NBA. Ils suivent l'exemple. L'Australie marque très fort en marketing, ils marketent très bien, ils ont très bien marketé LaMelo Ball, RJ Hampton, Josh Giddey l'an dernier. Ils le font très bien en fait, ils attirent plein de prospects. Alors il y en a pas tous peuvent se présenter à la draft, certains ratent un peu. Cette année il y en avait d'autres, il y avait un Allemand qui est parti, un Russe aussi, ça s'est pas aussi bien passé que pour les deux Français. Ryan Rupert a fait le choix aussi d'y aller l'an prochain dans ce même club-là, donc aux Breakers. Je pense qu'en fait la pression de ne pas jouer une descente et d'avoir du temps de jeu
et quand ton coach te laisse faire beaucoup d'erreurs. Ça permet au coach de faire des choix, de mettre Voilà, les joueurs. Quoi. Ça permet un peu moins de Clairement. pression de résultats. Et puis aussi, ils font ce choix parce qu'ils ont un vrai programme qui les accompagne du Next début Star. à la fin avec des coachs personnels, des assistants, des choses qui n'ont pas forcément en Europe. Et c'est pour ça que on va peut-être parler de Besson qui a fait ce. Eh ben, on y va tout de suite. Hugo Besson, 21 ans, 1m94, 89 kg, poste 89 kg, oui c'est ça, poste 1-2, formé aux Sharks d'Antibes. Ouais. Prévu deuxième tour. Ouais, le retrouver là, c'est incroyable. Il y a un an, on m'aurait dit ça, j'y aurais jamais cru. Il avait été obligé de faire un prêt à Saint-Quentin en Pro B pour trouver du temps de jeu, parce qu'à Chalon, il n'arrivait pas trop à jouer. Même en espoir, c'est un 2001, il n'était jamais dans les équipes de France de jeunes. C'était Kylian Hayes, Malcolm Casalon, Théo Malédon, Timothée Cruzol qui était dans la lumière. Et lui, c'est un incroyable attaquant. Défensivement, c'est un peu compliqué. Athlétiquement, c'est un peu compliqué. Mais quand tu shootes comme ça, et quand tu as une paire de Coronets. c'est énorme que ça, Coronets. que tu Un joueur qui n'a pas froid aux yeux. Voilà, qui n'a vraiment pas froid aux yeux. Ça. Donc, et qui est un peu plus âgé, c'est un 2001. Donc Ouais. Ousmane Dieng, c'est un 2003. Souvent, les gens disent c'est 2 ans d'écart. C'est énorme en fait à cet âge-là. 2 Oui, ans, quand tu te formes, oui. c'est très important. Donc il est prêt à si une équipe lui confie un rôle pour un peu dynamiter une sortie de banc ou quelque chose comme ça, il est prêt, je pense, à faire ça. Très bien. Ismaël Kamagaté est notre dernier top 3. Je me tourne vers Lucas qui commente pour Sport en France. Donc, j'ai eu l'occasion de rencontrer et de faire même des interviews avec Ismaël. 21 ans, Ismaël, 2m11, 100 kg, poste 5, formé à l'INSEP. Et donc, on l'a vu bien sûr au Paris Basketball. Tu l'as vu un petit peu exploser. Hein. La hype de Kamagaté, elle est réelle, on est bien d'accord. L'évolution, elle est incroyable. Sur les 3 ans, il a pris du gap physiquement, mentalement. Il a compris que c'était possible pour lui, cette aventure NBA aussi. Son évolution à Paris, de passer dans une arrivée un petit peu anonyme et de devenir un starter, un 5 titulaire dans une équipe de Betclic Elite. Il est peut-être même le meilleur joueur de Paris cette saison. Il y a des débats entre Alman et lui, mais c'est le meilleur jeune en tout cas. Il était en concurrence avec Juan Béguerin qui est rentré de la NBA, qui avait progressé aussi physiquement, mais c'est lui qui avait toutes les attentions au final. Les scouts étaient sur lui, ça a été l'un des joueurs les plus suivis de cette année. Et ouais, il a fait des choses incroyables, il a progressé dans le jeu, dans sa compréhension de haut panier, dans son agressivité aussi. Il est monté sur des gars comme Vince Hunter cette année. Il a placé 3 ou 4 posters qui Pareil, sont peur dans les de top rien, 10. quoi. Peur de rien, pas froid aux yeux et bien conseillé par son assistant coach notamment. Bienvenue Kindoki, donc vraiment un joueur à surveiller très sérieusement. NBA ready, dernière question pour Alan. Ouais, parce qu'il est sur un Kamagaté. poste qui est le genre d'intérieur rim runner, protecteur de cercle pour finir au panier. C'est Les choses qu'aiment bien les les équipes qui les franchises pour NBA. développer et un rôle, on va peut-être lui apprendre à faire, se spécialiser dans 3-4 choses, qu'il fasse ça très bien et pour avoir un vrai rôle en NBA. Je pense. Il y a énormément de scouts toute l'année, vraiment. Bon, on va remercier Envergure pour votre travail et Alan qui vient justement représenter un petit peu tout ça. On arrive à la fin de cette émission. Juste le temps pour moi de donner le résultat du jeu concours de la semaine dernière. Donc on vous offrait soit le maillot de Baron Davis en mode un petit peu We Believe, et puis on avait également au choix donc le maillot de Larry Bird, et ça a été remporté par un certain Jay Tatum. Donc on imagine le maillot qui devrait être pris. Donc on le remonte un petit peu à l'antenne. Merci bien sûr d'avoir joué, vous étiez très nombreux, ça nous fait plaisir. On va remercier nos amis en duplex du côté des États-Unis, Melvin et Antoine. Merci messieurs, à bientôt, portez-vous bien. Raphaël qui est venu encore et qui sera là la semaine prochaine pour discuter un petit peu de NBA, parce qu'on sera là également pour continuer un peu cette émission. Lucas, l'homme de Sport en France, merci d'être passé. Alan, Envergure, Ouais. à bientôt, et on Merci remercie Peter qui s'en va workout du côté de l'INSEP, et puis rassemblement de l'équipe de France dans quelques jours. C'est ça. Bon rassemblement, Et bon merci. été à vous, bonne hype à vous, et puis on se retrouve très vite. Ciao.